Bonjour Boris. Bonjour Victor. Alors aujourd'hui dans ce podcast, on va aborder le sujet brûlant des huiles végétales. Et d'ailleurs en parlant de brûlant, tu vas nous expliquer que c'est pas forcément une bonne idée de les utiliser en cuisson comme on le fait tous ou la plupart d'entre nous très souvent. Pour ma première question, déjà je voudrais te demander si l'utilisation des huiles végétales est récente ou ancienne. L'utilisation des huiles végétales est relativement récente en réalité, voire même très récente. En fait, si on regarde d'un point de vue anthropologique, les huiles végétales les plus anciennes, selon les écrits qu'on ait, c'est un peu la limite de cette réflexion, c'est l'huile d'olive et notamment l'huile de noix de coco. Alors il y en a peut-être d'autres, mais c'est pas évident. L'huile d'olive pour le bassin méditerranéen, surtout la partie Grèce, actuelle Turquie, le Levant, et l'huile de noix de coco plutôt pour la partie des îles Pacifique Sud notamment, très utilisée aussi en Asie en général. Et ces deux huiles en fait remontent quand même à l'Antiquité pour leur usage. Parce que pour pouvoir faire des huiles végétales, il faut posséder des techniques, des technologies, des procédés. Et ces procédés ont été inventés il n'y a pas si longtemps que ça. Alors l'Antiquité, ça peut paraître loin, mais à l'échelle de l'évolution d'Homo sapiens, c'est quand même très récent. Et encore, ces huiles à cette époque-là, notamment pour l'huile d'olive, elle était utilisée principalement selon les récits homériens et le corpus hippocratique sur des utilisations externes, sur la peau, des onguents, donc à visée soit esthétique, cosmétique, soit à visée peut-être médicale, peut-être dans le cas des brûlures par exemple. Donc finalement, même les huiles les plus anciennes sont d'usage, on va dire, semi-récent. En ce qui concerne les huiles de graines, tournesol, colza, soja, entre autres, leur utilisation est beaucoup plus récente. En réalité, elle a commencé au début du XXe siècle à peine, et puis petit à petit, c'est plutôt vers les années 60 que ça a été vraiment considéré comme une source, on va dire, d'apport de graisse alimentaire. Et en fait, il y a une espèce d'exponentielle dans l'utilisation, puisque globalement, on estime que la production et la consommation ont augmenté d'à peu près 70 fois par rapport aux années 60. D'accord. Donc quand on parle d'huile ou de graisse végétale, utilisée de manière traditionnelle, en fait on parle surtout de l'olive et de la coco. Et c'était pas forcément utilisé dans l'alimentation. Exact, voilà. Pour ma deuxième question, je vais te demander comment sont produites la plupart de ces huiles végétales. On va distinguer globalement le procédé de l'huile d'olive, qui est un procédé assez particulier et assez unique en son genre. La noix de coco traditionnelle s'en est assez proche. Globalement, c'est un procédé avec une presse qui peut être typiquement une espèce de grande pierre, comme on peut le voir dans les moulins, par exemple, pour le blé ou autre. Et donc, c'est une huile de fruit, l'huile d'olive. Donc, le fruit en lui-même est écrasé avec son amande et son noyau. Et de cet extrait, qui contient d'ailleurs pas mal d'eau, il est mis à décanter tout simplement, et donc il va y avoir ce qu'on appelle une séparation de phase, c'est-à-dire que comme dans la vinaigrette, l'huile va se mettre en haut, et ce qui est liquide au sens aqueux, donc plutôt la partie eau, va se mettre en bas. Et donc avec un robinet en bas de la cuve, on va éliminer la partie eau, et on ne va garder que la partie huile. Néanmoins, les huiles de graines, c'est beaucoup plus compliqué, les rendements sont extrêmement faibles, et donc ça nécessite tout un tas de pré-traitements qu'on n'a pas avec l'huile d'olive vierge extra, première pression à froid. Donc pour les graines, globalement, on va en faire des espèces un peu comme des cornflakes, c'est-à-dire qu'on va les écraser, on va les pré-cuire par ce qu'on appelle souvent de la vapeur indirecte. Ensuite, on va les presser mécaniquement, effectivement. À ce moment-là, il y a donc un peu d'huile qui est récoltée, mais très peu en général. Et le reste, ce qu'on appelle un peu le gâteau de pression, cette espèce de galette qui va rester, va être valorisé parce que ça contient beaucoup d'huile. Et donc à ce moment-là, on va utiliser des solvants. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je rentre beaucoup plus dans les détails dans la vidéo que j'ai faite qui est dédiée justement à la toxicité des huiles végétales. Mais bon, toujours est-il qu'il y a des solvants qui sont des dérivés du pétrole, qui sont utilisés pour solubiliser ces huiles, et après, tout le problème, c'est d'essayer d'éliminer comme on peut ce solvant. On l'élimine en grande partie, mais il en reste quand même des traces.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la plupart des huiles végétales qu'on utilise aujourd'hui, il y a un passage par la case solvant, qui est de l'hexane, hein, comme tu nous l'avais précisé sur une de tes vidéos avant. Et voilà, donc extraction par un produit de la pétrochimie. C'est ça, et il y en a des traces dans les huiles, hein, il en reste un peu, c'est quand même un des problèmes. Mais on dit que les huiles végétales sont importantes chez l'homme car elles sont pleines d'acides gras polyinsaturés essentiels, comme les oméga 3 et les oméga 6. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il y a plusieurs aspects. D'abord, oui, effectivement, les acides gras polyinsaturés sont essentiels chez l'homme. Ça veut dire qu'on en a besoin, on doit les avoir par l'alimentation parce qu'on n'est pas capable de les fabriquer. Et donc, ces oméga 3, ces oméga 6, effectivement, on en a besoin. Une parenthèse, on en a besoin d'assez peu, voire même très peu. En réalité, dans la plupart des peuplades primitives, et nos ancêtres, en fait, en consommaient extrêmement peu. Alors, il y a quelques exceptions, les Inuits en consomment un peu plus, effectivement, mais ils ne mangent pas que du saumon, ils mangent aussi beaucoup d'autres mammifères marins, et ils ont tendance à en manger moins qu'on ne le croit. Toujours est-il qu'on en a besoin de très peu, et qu'on a tendance à en manger beaucoup trop. Voilà. Bon. Le deuxième problème concerne le fait qu'il y a une oxydation de ces acides gras polyinsaturés. On ne rentre pas dans le détail, là aussi j'avais donné quelques explications plus poussées dans la vidéo dédiée à la toxicité des huiles végétales, mais plus c'est polyinsaturé, plus c'est fragile. C'est fragile par rapport à la chaleur, par rapport à la lumière, et par rapport à l'air, à l'oxygène de l'air. Et tout ça, ça va entraîner une oxydation, et ces acides gras polyinsaturés, une fois qu'ils sont oxydés, ils sont extrêmement toxiques. Et à ce moment-là, ils peuvent entraîner un certain nombre ou participer à des maladies. Donc, il ne faut pas qu'ils soient oxydés, ces acides gras polyinsaturés. Le problème, c'est que pour qu'ils ne soient pas oxydés, il faut les consommer là où ils sont naturellement et bien conservés. Donc, à moins de consommer directement la graine, ou sinon de consommer directement un poisson gras, comme de la sardine par exemple. Là, à ce moment-là, ils ne sont pas dénaturés. En revanche, à partir du moment où ils sont pressés avec toutes les étapes de la transformation, ces acides gras polyinsaturés sont oxydés. Donc voilà, ça c'est un des gros problèmes. Enfin, en ce qui concerne les oméga 6, il faut savoir que dans la plupart des graines, il y a des quantités énormes d'oméga 6, lorsqu'il y a des acides gras notamment polyinsaturés. Polyinsaturés, généralement, c'est essentiellement des oméga 6, un peu d'oméga 3 à chaîne courte. Et du coup, le problème, c'est que les oméga 6, en fait, on en consomme beaucoup trop. Ces oméga 6, ils sont importants pour nous permettre d'avoir une réaction inflammatoire. Je me blesse, je me pique, je me brûle, etc. J'ai besoin d'une inflammation aiguë pour réparer. Le problème, c'est que là, comme j'en mange tout le temps, je crée une inflammation chronique, c'est-à-dire au long cours, permanente. Et ça fait le lit de nos maladies modernes, des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives, du diabète, etc., etc. En fait, ce sont effectivement des acides gras essentiels que le corps ne peut fabriquer tout seul, donc il a besoin d'en apporter. Sauf que ça a été un argument de vente en fait pour nous en faire consommer des quantités massives en fait qui sont loin d'être nécessaires et voire même qui deviennent délétères. Notamment maintenant les quantités massives d'huile végétale que l'on consomme aujourd'hui, qui sont très riches en oméga 6, ça dépasse largement ce pourquoi notre biologie a été prévue. Et on pourrait dire également pour les oméga 3, maintenant on s'est dit pour compenser ça, il faut consommer des oméga 3 qui eux sont anti-inflammatoires. Et donc on va également en consommer des quantités massives qui n'ont pas forcément de sens biologique. Ça veut dire qu'aller consommer des gélules de krill de l'Antarctique ou alors des tonnes de sardines, ça n'a jamais, c'est jamais des choses qui ont été au menu d'Homo sapiens. Homo sapiens a besoin de ces oméga 3 et des oméga 6, mais pas de trouver des stratégies pour en apporter des quantités massives, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit, effectivement, je te rejoins sur cette histoire de lobby aussi. Il faut bien savoir que c'est derrière ce commerce de l'huile, il y a des lobbies énormes, il y a des associations nationales, internationales, d'entreprises. Ça se voit très bien pour toutes les huiles du soja. Ça se voit, alors certes pour l'huile d'olive aussi, mais on en consomme
infiniment moins que le soja, le tournesol et la palme. Et donc, il y a des lobbies très très forts là derrière. Et donc, l'idée de dire, ah ben je vais prendre un peu d'oméga 3 pour essayer de contrer les effets de mon excès d'oméga 6. Bon, enfin, le plus simple, c'est quand même de ne pas consommer un excès d'oméga 6. Enfin, ça paraît évident. On dit souvent qu'il y a des oméga 3 dans les huiles végétales. Est-ce que ça ne vient pas contrebalancer l'effet inflammatoire des oméga 6 qu'il y a dedans? Effectivement, il y a des études qui tendent à montrer que les oméga 3 sont plutôt anti-inflammatoires. En fait, je pense qu'il y a deux problèmes principaux. La première, c'est que d'une part, les oméga 3 dont on a vraiment besoin sont des oméga 3 à longue chaîne. Notre système utilise des oméga 3 à longue chaîne, le PA, le DHA, le DPA, etc. Ces oméga 3 sont purement d'origine animale. Et certains animaux ont la capacité de ce qu'on appelle élonguer, c'est-à-dire rendre plus long des oméga 3 qui seraient faits avec des chaînes plus courtes. Et les oméga 3 végétaux sont des oméga 3 à chaîne courte. On a une enzyme qui permet de faire ce travail, mais elle le fait extrêmement mal. Ce qui fait qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, les oméga 3 essentiels pour nous ne sont pas des oméga 3 à chaîne courte, ce sont des oméga 3 à longue chaîne. Et ça, c'est très important. Ça veut donc dire que, contrairement à ce qui est dit tout le temps, les oméga 3 végétaux, à moins d'en manger des caisses, ça ne va pas nous permettre de créer des oméga 3 à longue chaîne dont on a besoin. Voilà, donc ça déjà, il y a un mythe de ce côté-là. Et deuxièmement, le problème, c'est que les études qui montrent l'aspect anti-inflammatoire des oméga 3, c'est pas si clair. Il y a probablement un côté anti-inflammatoire, mais de là à ce que les oméga 3 permettent de lutter contre les oméga 6, c'est pas sûr du tout. Donc bref, des oméga 3, si on fait abstraction des oméga 6, les oméga 6, on en a besoin de très peu. Les oméga 3, on en a besoin de très peu également, point barre. Voilà, donc en fait, on ne vient pas réparer un surdosage en oméga 6 en faisant un surdosage en oméga 3, c'est ce qu'il faut retenir. Surtout pas. Dernière question, alors pour la cuisson, c'est quand même très important d'avoir des graisses. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Ça va dépendre en fait du type de cuisson. Est-ce que ça va être une cuisson à basse température, plutôt basse température ou plutôt à température soutenue? En gros, il faut savoir que les huiles végétales résistent à une température qui va de 130 à peu près 180-190 degrés. L'huile d'olive vierge extra, première pression à froid, c'est 190 degrés. L'huile de coco, c'est à peu près ces eaux-là, à peine moins. D'ailleurs, entre parenthèses, le point de fumée qui est à température à partir de laquelle l'huile ou la graisse végétale va se dénaturer ne dépend pas que de la concentration, de la teneur en acides gras saturés, qui effectivement, eux, résistent bien à la température, contrairement aux acides gras polyinsaturés. Néanmoins, donc on ne peut pas dépasser ces températures-là, ça veut dire moins de 200 degrés de toute façon. Ça veut dire que en clair, pour des choses qui sont mijotées à petit feu, ça convient très bien. Néanmoins, si on utilise des températures plus importantes, comme pour faire revenir des viandes par exemple, là c'est plus compliqué. Et donc là, il n'y a pas 36 solutions. On a typiquement le beurre clarifié que l'on peut préparer sous forme de ghee. C'est une forme de beurre clarifié. D'ailleurs, j'en ai fait une petite vidéo pour vous donner la recette. C'est très simple à faire. Là, ça permet d'utiliser cette forme très particulière de beurre pour cuisiner. Et pourquoi? Parce que cette forme très particulière résiste jusqu'à plus de 250 degrés. 250 degrés, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que 250 degrés, il n'est pas raisonnable de toute façon d'aller au-delà pour une cuisson. C'est déjà même fort. Mais pour faire revenir, par exemple, une viande ou éventuellement autre chose, avant de la mettre au four à basse température, c'est idéal. Donc, deux cas de figure, cuisson en général des végétaux. Si elle se fait dans la graisse, dans ce cas-là, on va utiliser une huile comme l'huile d'olive ou noix de coco, pourquoi pas. Et on fait attention à ne pas faire cuire trop fort. Et si on monte la température, là, à ce moment-là, le ghee ou beurre clarifié, c'est vraiment le plus safe. Et c'est ce que je fais personnellement. Bon, c'est très clair. Je te remercie beaucoup pour ces questions. Moi, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo, très bientôt, pour traiter d'un nouveau sujet. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, surtout, prenez soin de vous. On vous dit à bientôt. À très bientôt. Merci Boris. Allez, super, merci Victor.